Bonjour à toutes et à tous. Cette matinale s'intitule Inégalité sociale et territoriale de santé, comprendre les enjeux, envisager les pistes d'action. Cette matinale a été préparée avec Laura Segui, qui est la coordinatrice du DRAPS. Nous avons Angèle Nicole, qui est donc chargée de communication et qui est sur le soutien technique. Et puis, nous partageons l'animation avec ma collègue Noémie Netto, qui est chargée de projet référente territoriale du Lot, dont vous entendrez la voix au moment des questions. Et puis donc, je m'appelle Claire Masson, je suis chargée de projet référente territoriale de la Lozère pour promotion santé Occitanie. Le programme de cette matinée, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs intervenants. Donc, nous entendrons d'abord François Sicot, qui est donc professeur de sociologie au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire. François Sicot va nous parler du rôle de l'environnement comme déterminant de santé, également de l'articulation entre les inégalités sociales de santé et les inégalités territoriales de santé. Puis, nous aurons le plaisir d'entendre et nous accueillons Julie Vallée, qui est donc géographe, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire, donc une collègue de François Sicot, qui, elle, va nous parler de la lecture spatiale des inégalités sociales de santé. Elle nous parlera également de ce concept, l'effet de lieu, voilà, le rôle que joue l'espace, et il y aura des données voilà, cartographiques sur ces questions-là. Ensuite, nous recevrons et nous entendrons Mara Brun, coordinatrice du contrat local de santé Marguerite de Oallier, qui nous présentera l'outil rural ISS, donc inégalité sociale de santé, qui a été construit par François Sicot et qu'elle met, elle, en application dans le cadre du diagnostic de son contrat local de santé. Ensuite, nous entendrons Cindy Rénal, psychologue au point d'accueil Écoute Jeune du Lot. Il s'agit d'une vidéo qui est préenregistrée. C'est une vidéo qui durera environ 13 minutes et qui pourra voilà, vous parler de son expérience. Donc, on ne pourra pas poser les questions en direct à Cindy Rénal. Néanmoins, si vous avez des questions sur son intervention, nous pourrons tout à fait la lui transmettre et et vous les retransmettre également via le replay. Et puis enfin, nous entendrons Angelo Sicone, éducateur spécialisé au secours populaire de Lozère, qui nous fera un retour notamment de la mise en place d'un groupe de santé communautaire dans le cadre de l'espace Calipolis qu'il présentera lui-même. Voilà, vous avez le programme de la matinée. Avant de commencer la matinale, nous souhaitons vous rappeler les concepts de déterminant de santé et de gradient social. Un déterminant de santé est un facteur qui influence l'état de santé d'une personne ou plus largement d'une population, soit de façon isolée, soit en association avec d'autres facteurs. Sur la diaporama, il y a le modèle de Dahlgren et de Whitehead de 1991. Les déterminants de santé peuvent être classés en plusieurs catégories qui interagissent entre elles, mais ils n'impactent pas tous de la même façon la santé d'un individu. Ces catégories sont le contexte individuel, le milieu de vie de l'individu, le système qui gravite autour de l'individu et enfin le contexte global. La communauté scientifique estime que les facteurs socio-économiques et les facteurs environnementaux contribuent à environ 70% de notre état de santé. Il est possible d'agir sur ces déterminants de santé. Mais il est important de noter que la répartition des déterminants de santé est inégale au sein de notre société, ce qui amène à la notion d'inégalité sociale de santé. Les inégalités sociales de santé sont la résultante d'une répartition inégale des déterminants sociaux de la santé dans la population. Elles sont systématiques, socialement construites et vitales. Elles sont la traduction dans les corps des inégalités sociales telles qu'elles existent au niveau d'un pays ou à l'échelle du monde. C'est ce concept de déterminants sociaux de la santé qui permet de comprendre comment les inégalités sociales deviennent des inégalités de santé. On espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous à écouter les intervenants, et je vais tout de suite laisser la parole à François Sicot pour la première intervention. Merci à vous et bonne matinale. Bien, bonjour à tous. Bon, alors merci pour cette invitation. Donc, je vais essayer de développer cette notion de territoire, un terme que l'on utilise de plus en plus souvent dans des textes, des visios, des interventions diverses. Comment dire, je trouve assez déceptif la manière dont le territoire est traité lorsqu'il est question d'inégalité sociale et territoriale de santé, parce que très souvent,
la question du territoire, elle est réduite à la question de l'accès aux soins. Et comme vous le voyez dans ma première diapo, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il ne faut pas réduire la question du territoire euh, à celle de l'accès aux soins, comme on le fait, comme on le fait encore souvent, quand on réduit la question des inégalités sociales de santé à la question de l'accès aux soins. Avec simplement ici l'idée que sur certains territoires, il serait plus difficile d'accéder aux soins et l'idée qu'il y aurait même des déserts médicaux. Alors évidemment, il n'est pas question de nier l'existence de certaines réalités, mais je trouve réducteur de réduire la question du territoire à celle de l'accès aux soins. Et je vais essayer d'aborder aussi la question de l'articulation complexe entre les inégalités sociales et les inégalités territoriales. Alors d'abord un rapide rappel très très bref de ce que sont les inégalités sociales de santé. Première chose, les inégalités sociales de santé, c'est un gradient de santé, c'est-à-dire c'est pas les pauvres, les populations défavorisées versus le reste de la population. C'est véritablement à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale, euh, comment dire, des états de santé ou des indicateurs d'autres indicateurs de l'état de santé tels que la mortalité qui sont impactés par l'appartenance sociale. Première chose. Deuxième chose, c'est pas les inégalités sociales de santé, c'est pas individuel. Les individus sont plus ou moins atteints par des problèmes de santé en fonction de leur appartenance à des groupes sociaux, ce qui peut être approché par des indicateurs très divers, tels que le niveau de revenu, le diplôme, l'emploi, le capital social, etc. Et puis, dernière chose que je voulais rappeler sur les inégalités sociales de santé, ce sont des déterminants sociaux nombreux, les conditions de vie, des conditions de travail, le logement, le soutien social, l'alimentation, la participation à la vie sociale, l'accès à des services sociaux et de santé. Et puis, c'est évidemment ça que je vais développer, l'exposition à des environnements plus ou moins délétères pour la santé. Et puis ici, peut-être dernière chose à propos des ISS, des inégalités sociales de santé qu'on peut garder en mémoire pour ce qui concerne les inégalités territoriales de santé. On peut dire que celles-ci jouent à deux niveaux. Au niveau de l'exposition, tout le monde n'est pas exposé de la même manière à des situations, à des conditions délétères pour la santé. Et puis il y a quelque chose qui est très différent, qu'il faut nettement distinguer, c'est la question du traitement et du recours. C'est-à-dire une fois qu'on a été exposé, une fois qu'on a été diagnostiqué, qu'en est-il du traitement, à la fois sur le versant du recours par les patients et à la fois celui de la prise en charge par les professionnels du système de santé. Alors venons-en maintenant très directement à la question du territoire. D'abord, souligner que c'est un domaine de recherche en pleine effervescence, à la fois des discussions, des débats sur les indicateurs pour mesurer ces inégalités, et puis des notions, des concepts qui ne sont pas encore complètement stabilisés. Alors moi, j'avancerai l'idée que toutes les disparités, toutes les différences ne sont peut-être pas des inégalités, mais c'est quelque chose que je souhaite plutôt mettre au débat. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par territoire? Ma collègue vous parlera peut-être de territoire vécu, de mobilité des personnes sur les territoires. Moi, je vais aborder le territoire différemment. Hop. Et je vais distinguer trois choses que je vais développer dans les diapos suivantes. D'abord, des disparités. Donc, je commence par utiliser plutôt le terme de disparité environnementale. Euh, Puisque, me semble-t-il, dans la littérature, on utilise le terme d'environnement en faisant référence à deux choses qu'il faut, de mon point de vue, véritablement distinguer. Des environnements au sens de l'environnement physique, la pollution de l'air, les nuisances sonores, les pollutions diverses d'ailleurs, pas seulement de l'air, etc. Je vais vous donner quelques exemples, on pourrait les multiplier. Et puis l'environnement, c'est autre chose dans la littérature. Comme vous le voyez là sur ma diapo dans le point numéro 2 et que je vais développer également. Et puis enfin, quand même, hein, je ne le néglige pas, la question des difficultés spécifiques d'accès aux soins
pour des raisons de distance à des professionnels ou à des institutions de soins. Alors, sur la première dimension, je vais vous donner quelques exemples, mais ils sont nombreux, qui montrent que, ça ne vous surprendra pas, selon le territoire où nous habitons, nous ne sommes pas tous exposés aux mêmes risques environnementaux. Donc j'ai choisi des exemples euh, de manière vraiment aléatoire. Mais encore une fois, on pourrait multiplier les exemples qui montrent que les environnements sont plus ou moins dégradés selon les territoires où nous habitons. Alors je rappelle aussi sur cette diapo l'importance des facteurs environnementaux en ce qui concerne la mortalité ou la morbidité. Donc quelques diapos là pour illustrer ces environnements différents. Donc sur le site de Santé publique France, vous avez des choses qui sont relevées. Là, j'ai pris un exemple sur la chaleur et la pollution de l'air. Ici, j'ai été prendre un exemple ailleurs sur le portail du cancéropole Léon Bérard. Alors, les chiffres sur les diapos, c'est un peu difficile à lire, hein. Une étude de Santé publique France de 2016. La pollution de l'air par les particules fines en lien avec l'activité humaine serait liée à 48 000 décès par an. Voilà. Alors évidemment, on pense aux zones urbaines, mais ce que nous dit ici, ce que nous disent les chiffres, c'est que les zones rurales sont également concernées par ces problèmes de pollution de l'air. Alors ça, c'est très peu lisible de loin, mais c'est à nouveau plutôt à titre illustratif, hein, pour montrer sur cette question à nouveau de la pollution de l'air, les différences qu'il y a entre les territoires avec des couleurs qui nous disent comment dire, les dépassements des seuils sur la pollution en fonction des territoires. Allez, je passe un peu vite sur je pense que vous avez compris le propos. On voit bien que la question du territoire, c'est d'abord cet environnement, ces environnements euh, qui peuvent être extrêmement dégradés. Alors, le terme d'environnement, quand il est question d'inégalité territoriale de santé, c'est autre chose aussi. Dans certains textes, c'est les environnements au sens des équipements qui sont favorables ou défavorables pour la santé. Et donc, on peut avoir sur certains territoires, on en verra l'exemple à la fin de mon propos, d'un ensemble de déterminants qui sont en cause dans les inégalités sociales de santé qui vont se renforcer mutuellement, comme des cadres de vie défavorables. Et donc, là, j'ai pris quelques exemples. Pas d'accès à des aires de loisirs ou à des espaces verts, à une offre culturelle, à des habitats insalubres, à des violences, à des transports insuffisants, etc. Alors là encore, j'ai été chercher une citation de Santé publique France. Et c'est sciemment que que j'ai rayé cette citation de Santé publique France, la question des professionnels de santé inégalement répartis, parce que ça relève de cette confusion que j'évoquais en commençant, où ici, dans un même texte, dans un même paragraphe, on va confondre la question des équipements sur les territoires, au sens matériel, et puis la question des professionnels de santé. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment à titre illustratif. J'ai trouvé des cartes qui sont faites par un chercheur, là, Éric Larrey, à propos de ce qu'il appelle, lui, des inégalités environnementales et sociales dans les arrondissements de Paris. Et puis, voilà, vous voyez des couleurs qui représentent, qui visibilisent, comment dire, la présence d'espaces végétalisés dans Paris. Et vous voyez bien que les verts sont plus ou moins présents en fonction des quartiers où l'on habite. Et là, le chercheur a calculé les surfaces végétalisées dans un rayon de 300 mètres autour de chaque lieu d'habitation et d'activité. Alors le troisième point, quand on parle de territoire, au sens où je l'entends ici, ce sont évidemment les difficultés d'accès aux soins pour des raisons géographiques, essentiellement d'éloignement, ou liées à la densité locale faible de certains professionnels de santé. Et c'est là où je pose la question, vous allez voir avec l'exemple que j'ai pris, est-ce qu'il faut parler d'inégalité territoriale de santé ou est-ce qu'il faut parler de disparité? Et j'ai pris l'exemple des maternités, tout simplement pour des raisons d'actualité, puisque vous avez entendu parler de l'ouvrage qui vient de sortir là, à propos de la mortalité infantile en France,
et de la présence des maternités sur le territoire. Alors, cet ouvrage, il nous intéresse non pas, comment dire, sur la question de l'évolution de la mortalité infantile, généralement en France, mais parce que ce qu'il pointe du doigt, c'est la fermeture, depuis déjà quelques années, la fermeture progressive de nombreuses petites structures maternelles, de maternité, d'accouchement, sur les territoires. Donc ça, c'est une partie de la quatrième de couverture. Et j'ai souligné que justement les auteurs soulignaient la fermeture des petites structures sur certains territoires. Et donc, on pourrait parler de ce point de vue-là, peut-être, c'est la question qui se pose, d'inégalité territoriale de santé. Alors, je vous ai pris cette citation du Monde de mars 2025 parce que justement, il pose le débat. Les auteurs ont fait un choix qui ne manquera pas de faire réagir, pointer du doigt la fermeture des petites maternités, une stratégie politique qui remonte aux années 70. Voilà. Pour des raisons de sécurité, on décide de fermer des maternités qui n'ont pas un volume d'activité suffisant pour des raisons de sécurité des patientes et de leurs enfants. Alors là, j'ai trouvé en prolongement de cet ouvrage, de cette question, un article d'études et résultats de l'adresse, une publication régulière de l'adresse, qui effectivement pointe du doigt non seulement les fermetures de maternités, ici avec un chiffre, hein, fin 2000, on dénombre 700 maternités en France métropolitaine, soit une diminution de 16% depuis 1996, mais aussi la distinction que je voulais souligner entre des maternités de niveau 3, de niveau 2 et de niveau 1. Et donc, ça me permet de poser la question qui suit, alors qui vaut pas seulement sur la maternité. La question, c'est est-ce qu'on peut véritablement ici parler d'inégalité territoriale de santé, ou est-ce que cette disparité n'est pas légitime d'un certain point de vue? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, hein, mais je les pose juste sur cette diapo. Quelle offre de soins sur quel territoire? Qu'est-ce qui est juste? Et on le voit bien, là, ce qui est en balance avec cet exemple, c'est la question d'une répartition non seulement juste, mais sécure pour les patients. Alors, le dernier point que je voulais aborder, euh, c'est la question du croisement entre les disparités environnementales. Donc, vous voyez, ici, je mets disparités environnementales et les ressources sociales des acteurs qui vont se combiner pour créer des inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc là, moi, j'ai fait le choix de définir les inégalités territoriales et sociales de santé comme les capacités et les ressources inégalement distribuées entre les groupes sociaux à échapper à des environnements. Donc, vous voyez bien l'environnement aux deux sens du terme, au sens de l'écologie et au sens des équipements, qui sont délétères pour la santé et ou à dépasser les contraintes géographiques, donc l'éloignement de l'offre de soins. Pour conclure, je prends l'exemple de la Covid. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, si vous êtes des lecteurs du Monde ou si vous avez vu passer la polémique à propos de, comment dire, le journal de confinement de cette autrice, mais ce n'était pas la seule, des personnes qui, appartenant à une certaine élite française, donc faisaient part lors du confinement de, comment dire, tout le bonheur qu'ils ont pu trouver à cette situation. Donc là, l'exemple de Leïla Slimani, mais ce n'est pas la seule qui était concernée par cette polémique. Alors, je vous laisse lire le début du journal de cette autrice, de cette romancière. Et puis, ben, en contrepoint, je vais vous parler de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi je vais vous parler de la Seine-Saint-Denis? Parce que, il y a des travaux assez nombreux qui ont été menés en particulier par des sociologues sur ce territoire et qui montrent que on a assisté, comment dire, lors de cette épidémie à comment dire, à une reproduction, une démultiplication des inégalités territoriales et sociales de santé. Alors ici, à nouveau, des chiffres qui sont peut-être un peu difficiles à digérer dans une diapositive, mais simplement, je vous cite les derniers dans la diapo. Les chiffres hebdomadaires publiés par l'INSEE tombent et ils sont sans équivoque. En une semaine, le nombre de morts a augmenté de 63% de Seine-Saint-Denis, quasiment 2 fois plus qu'à Paris.
Dernier chiffre, alors que le déconfinement se profile, les chiffres de l'INSEE montrent que la surmortalité en Seine-Saint-Denis a augmenté de 130% entre avril 2020 par rapport à la même période l'année précédente, une surmortalité plus forte que dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne est presque 2 fois plus élevée qu'à Paris. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans comment dire, un article d'Aude Mariette et de Laure Pitti, que je cite ici. Alors, ce qui explique, hop, j'étais un peu vite, ce qui explique Maud Gély dans un ouvrage qui s'appelle Les politiques du tri, c'est que la thèse qu'elle défend, c'est que en fait, en ne prenant pas en compte l'exposition différentielle des individus à l'épidémie, au virus, en fonction des territoires où ils résidaient, et comment dire, de leur comorbidité, la politique publique a participé à cette aggravation des inégalités sociales face au Covid. Donc, en excluant tout autre critère de priorisation que l'âge, donc on ne s'est pas intéressé à la question de la situation sociale, du niveau d'exposition des personnes. Non seulement l'État n'a pas cherché à compenser les inégalités sociales face au Covid, mais il a laissé libre cours, ça c'est un autre pan de la question, à la virtuosité des classes moyennes et supérieures, à s'accaparer des produits de santé, c'est-à-dire, pour le dire autrement, à recourir au système de santé pour se protéger ou pour se soigner face au Covid. Alors ici, dans cette diapo, je vous ai mis une autre référence qui reprend un certain nombre de choses que j'ai dit ici, dans un dossier de l'adresse de 2020, qui distingue bien des inégalités sociales face au virus, et puis donc des inégalités sociales et territoriales, et comment dire, qui fait bien la distinction entre une exposition, une disparité. Vous voyez le terme qui est utilisé dans cette diapo, c'est le terme de disparité sociale, comment dire, à la fois d'exposition et de facteurs aggravants. Alors qu'est-ce que c'est que les facteurs aggravants? Eh bien, on sait bien que, comment dire, le Covid a eu des conséquences plus ou moins importantes en fonction des comorbidités. Et les comorbidités étaient plus souvent présentes dans les classes populaires. Et on peut penser, par exemple, mais c'est loin d'être le seul cas, à la question de l'obésité. Et puis, dernière diapo, le reste, j'en parle pas, c'est les inégalités sociales face au confinement. Et c'est le diapo que j'ai montré précédemment entre certaines classes sociales qui ont même pu profiter du confinement, hein, pour prendre l'air, se ressourcer, prendre du bon temps, et puis de l'autre côté, des personnes qui étaient enfermées dans des logements trop réduits pour le nombre de personnes présentes. Voilà. Donc je m'arrête sur cette dernière diapo. Merci François Sicot, mais merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Julie Vallée. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais prendre la suite de mon collègue François pour continuer cette discussion sur inégalité sociale et territoriale. Et effectivement, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler les effets de lieu, donc en quoi les lieux peuvent impacter la santé et les inégalités sociales de santé, en faisant une réflexion sur les pratiques des individus qui ne sont pas forcément les pratiques spatiales, du coup, ce qui font que les effets de lieu n'ont pas forcément le même poids pour tous et pour toutes. Donc, dans les inégalités de santé, on assiste depuis déjà une bonne dizaine d'années à une spatialisation croissante des diagnostics de santé. Il y a de plus en plus de cartes qui existent, donc que ce soit dans la presse, dans les études, où on cherche à mettre en évidence une échelle géographique fine des écarts de mortalité et de morbidité entre les territoires, des écarts de densité de ressources aussi, de nombre de médecins, d'équipements sportifs, d'espaces verts, etc. Et donc, cette spatialisation, cette comparaison entre les territoires, elle peut se faire à échelle très fine, mais évidemment, elle peut se faire aussi entre les pays, les régions, les départements et les quartiers. Nous, on reviendra plutôt ici, là, vraiment sur une échelle locale, sur des comparaisons entre bassins de vie ou entre communes, voire même entre IRIS, qui est donc plus petite division statistique sur laquelle, par exemple, l'INSEE donne des informations.
Donc, là, je vous ai mis une première carte. Évidemment, il y a plein d'exemples. J'aurais pu en mettre d'autres. Mais donc, par exemple, sur l'île de France, une carte de l'ORS qui a essayé de mettre en évidence les écarts de mortalité prématurée au sein de la région Île-de-France. Alors, j'ai du mal à passer mes diapos. Voilà. Pour la région Occitanie, donc une autre carte de la ARS qui a également essayé de montrer les différences entre les taux de standardisés de mortalité prématurée différenciés. Donc on voit bien des taux très différents avec euh, des ronds bleus, donc un taux de mortalité beaucoup plus bas pour des grandes villes type Toulouse et Montpellier, et beaucoup plus haute pour d'autres territoires. Donc cette spatialisation croissante, elle vient du fait que, il y a un intérêt pour le territoire local et puis aussi du fait qu'il y a des données, des logiciels qui permettent de faire ces zooms très fins sur les territoires. Euh, cette spatialisation de la santé, elle est souvent mise en relation avec les écarts de revenus, avec les inégalités sociales. Donc, par exemple, là, j'ai fait une mise en relation entre la carte en haut à gauche pour l'Île-de-France avec le niveau de mortalité et en bas avec les écarts de revenus, donc avec les territoires en vert foncé les plus pauvres et en rouge les plus riches. Idem pour ce qu'ont fait par exemple la RSO Occitanie dans leur rapport sur les inégalités sociales de santé, où ils ont mis en relation les taux de mortalité avec un indice écologique de défavorisation pour peut-être justement essayer de dire, regardez, là où ça va mal au niveau santé, c'est que ça va mal au niveau social. Effectivement, il y a des liens, mais cette comparaison, cette corrélation, elle nécessite d'être regardée beaucoup plus finement. Et c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met en relation des territoires, enfin comment dire, le niveau de santé des territoires avec, par exemple, leur profil social? On essaye de regarder si est-ce que le fait que certains territoires soient plus défavorisés, ça tient aux caractéristiques même des individus qui sont dans ces territoires, leur âge, leur emploi, leur niveau social, leur catégorie socio-professionnelle. Donc, on va dire ce qu'on appelle un effet de composition. Si certains territoires ont une moins bonne santé que d'autres, parce qu'en fait, ça reflète le fait que les caractéristiques même des individus sur les territoires ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Donc, c'est la composition, la structure de ce territoire qui explique ces inégalités spatiales de santé. Mais en plus de cet effet de composition, on se dit, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une influence de ce contexte territorial, de ces lieux, qui vont faire qu'il se passe quelque chose dans ces lieux, peut-être la concentration de pauvreté, peut-être le faible accès aux équipements, qui va faire que ces lieux ont un effet sur la santé des individus qui y habitent. Donc, dans ce cas-là, il y a effectivement un lien, euh, un, un effet. Pour autant, il n'y a pas de déterminisme géographique. Ce n'est pas forcément quand on habite dans un espace avec peu de médecins qu'on ne peut pas y avoir accès. Et donc là, François parlait de la virtuosité des classes moyennes et supérieures pour aller chercher des ressources. Et c'est ça qu'on va regarder un peu aujourd'hui. C'est de dire qu'effectivement, les lieux impactent, mais qu'il y a pour les individus, pour certains d'entre eux, des capacités à s'abstraire des contraintes de l'espace dans lequel ils habitent. Toute cette discussion, sur cet effet de lieu et cet effet de contexte, elle a été beaucoup travaillée dans la littérature, en santé, en épidémiologie, en géographie, en sociologie, en disant le quartier de résidence des personnes a justement un impact sur la santé en lien avec 5 mécanismes différents. D'abord, suivant les quartiers, les caractéristiques physiques de l'environnement ne sont pas les mêmes. Donc, on peut penser à tout ce qui est de l'ordre de la pollution de l'air, par exemple.
Les caractéristiques sociales de la population ne sont pas les mêmes, donc non pas individuelles, mais globales, collectives, et donc ça peut expliquer que les normes de santé dans tel ou tel territoire ne sont pas forcément identiques par rapport à est-ce que c'est plus ou moins mal de fumer, plus ou moins bien de manger 5 fruits et légumes par jour. Euh, Quelles sont les normes autour des soins de prévention, etc. Ça va varier suivant les territoires, à ce que font la population de ces territoires. Un autre mécanisme identifié, c'est effectivement les équipements qui sont disponibles. Donc, il y a les équipements des soins, l'offre de soins, mais au-delà de ça, tout ce qui peut être l'ordre des commerces alimentaires, des écoles, de leur qualité, de leur nombre, etc. Et il y a un dernier mécanisme qui a été mis en évidence, c'est la réputation du quartier. Dans quelle mesure les personnes ou l'espace, quelle mesure les personnes se sentent dévalorisées ou non d'habiter dans un quartier qui est stigmatisé, qui est perçu comme étant à l'écart des intérêts de la société en général. Donc tous ces mécanismes, ça participe au fait que certains espaces peuvent impacter euh, la santé, l'état de santé ou la façon de se soigner des personnes qui y habitent. Donc, spatialiser les problèmes de santé, regarder quels peuvent être les effets de lieu, c'est effectivement un intérêt incontestable, l'intérêt théorique de replacer l'individu dans son espace de vie pour progresser dans la compréhension des déterminants de santé, dire qu'il n'y a pas juste des déterminants individuels, mais il y a bien des déterminants collectifs et territoriaux qui méritent d'être creusés pour apporter des solutions sur ces inégalités. Il y a donc, en lien avec ces intérêts théoriques, il y a des intérêts méthodologiques, considérer les mécanismes en jeu à différentes échelles. L'échelle individuelle, on en a parlé, l'échelle locale, l'échelle régionale, parce que ces effets de lieu, ils peuvent être très locaux, mais ils peuvent aussi s'expliquer par des politiques différentes au niveau départemental ou régional ou national. Et donc, il y a un intérêt opérationnel, bah, évidemment, c'est de ensuite trouver des pistes, des leviers pour cibler certains territoires à risque, certains mécanismes particuliers qui vont faire qu'on peut euh, limiter ces inégalités territoriales de santé. Ces intérêts de spatialiser l'espace, de spécialiser la santé sont donc incontestables. Enfin, j'espère vous l'avoir montré. Moi, c'est tout mon intérêt en tant que géographe, mais aussi en tant que géographe, je remarque que la spatialisation croissante, elle se fait de façon parfois un peu caricaturale. C'est-à-dire qu'on va dire, on habite ici, il y a peu de médecins ici, donc c'est un problème. En fait, en faisant cette espèce de raccourci sur ce qui se passe dans un territoire et les inégalités de santé, on tombe dans certains pièges d'une lecture un peu statique et finalement asociale de ces effets de lieu. Donc, mes quelques exemples de travaux que je vais vous montrer ici, c'est de montrer l'intérêt qu'il y a de prendre en compte ce que fait l'individu dans ces territoires et comment il est contraint ou non par les ressources qui sont localisées. Donc, première chose, c'est de regarder ce qui se passe, ce que sont ces quartiers de résidence pour sortir un peu d'une piège, d'une approche uniforme du quartier en disant bah, le quartier, c'est un espace, c'est le même pour tout le monde, quelle que soit sa taille et sa forme. Une distance d'un espace qu'on appelle proche comme étant dans le quartier, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que ça fait de considérer que les quartiers sont les mêmes pour tout le monde? Puisque souvent le quartier il est défini comme étant l'unité spatiale la plus fine dans laquelle les données sont disponibles, alors qu'en fait, bah, il n'y a pas de consensus sur l'échelle optimale à considérer. Est-ce que c'est un pâté de maison? Est-ce que c'est un arrondissement, par exemple, pour les grandes villes? Est-ce que c'est l'ensemble de la commune? Est-ce que c'est l'aire urbaine? En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que suivant les personnes, ce qui s'approprient comme étant un espace proche, comme étant dans leur quartier, donc à proximité, eh ben, ça va donc être variable selon les individus. Et donc, dans les différentes analyses statistiques qu'on peut faire entre effet de quartier et santé,
on a tout intérêt, c'est ce que je vais vous montrer, à envisager le quartier comme un espace à géométrie variable. Pour regarder cela de façon statistique, je vais vous prendre l'exemple d'une enquête à Paris où on a fait dessiner à des personnes d'une cohorte qui s'appelle la cohorte CIRS, quel était leur quartier pour eux. Donc là, on a un exemple des habitants en Seine-Saint-Denis, dans la commune des Lilas, 3 habitants, vous voyez, avec 3 petits triangles, c'est leur lieu de résidence, qui ont dessiné ce qu'ils appellent pour eux ce qui était leur quartier. Et on voit qu'il y a des similitudes avec cet axe nord qui est le même comme étant à la frontière pour ces 3 personnes. Par contre, des différences pour le sud. Donc ces quartiers perçus pour 3 habitants qui habitent proches ne sont pas forcément du tout les mêmes. Idem donc pour une enquête à Montréal où on a fait un peu la même collecte d'informations, faisant dessiner les quartiers perçus à 2000 jeunes adultes. Et donc, quand on analyse par exemple la taille des quartiers pour Paris, on voit que plus les personnes habitent dans des quartiers riches, plus leur quartier perçu est grand. Plus les personnes habitent dans des villes, à Paris intramuros versus des petites communes périphériques, plus leurs quartiers perçus sont grands. Donc on pourrait, mais ce n'est pas le lieu ici, mettre en relation ça avec différentes variables. Mais ce que je voudrais pointer du doigt, c'est que du coup, quand on regarde le nombre de médecins, non pas dans un rayon de cercle constant autour du lieu de résidence des personnes, mais qu'on prend en compte ce quartier perçu, eh bien, on se rend compte pour Paris que le gradient social, il est bien plus prononcé. Les inégalités sont bien plus prononcées en termes de nombre de médecins dans le quartier quand on prend en compte le quartier perçu versus une zone de taille constante. Par exemple, dans les grandes communes périphériques ou dans les petites communes périphériques, si on avait pris des zones de taille constante, il n'y aurait pas eu de différence du nombre de médecins généralistes dans le quartier entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Par contre, une grande différence apparaît, un ratio de 2,2 par exemple apparaît pour les grandes communes périphériques. Donc, suivant comment on définit le quartier, eh bien, on va pouvoir dire ou non, regardez, il y a des inégalités d'accès à des médecins dans le quartier de résidence des personnes. À Montréal, on l'a fait donc de la même façon. Mais au lieu de se centrer uniquement sur les médecins, on a pris tout un ensemble de services type vendeurs de fruits et légumes, dentistes, bibliothèques, pistes cyclables. Et là aussi, il y a des gradients sociaux qui sont apparus beaucoup plus fortement quand on prenait en compte le quartier perçu des personnes plutôt qu'un espace de taille constante. Donc ça, c'était le premier piège qu'on peut peut-être avoir quand on fait un diagnostic local et qu'on va comparer les densités d'équipements entre différents espaces sans prendre en compte comment les personnes vivent et se représentent ce qui est leur espace de proximité de leur quartier. Le second piège, je dirais, c'est de considérer que ce qui fait effet, comment l'espace fait effet, c'est uniquement l'espace de résidence, sans prendre en compte le fait que les personnes se déplacent et qui donc, les personnes sont exposées à des normes sociales, à des équipements, à des pollutions, à des environnements physiques, ou en dehors même du quartier où ils résident, puisqu'ils peuvent se déplacer au cours de la journée et être confrontés à d'autres effets de milieu, à des milieux qui ne sont pas uniquement leur lieu de résidence. Donc, pour schématiser ça, ce carré découpé en 4 carrés montre que effectivement, les personnes qui ont la moins bonne accessibilité, par exemple, aux soins, ce sont les personnes qui cumulent une mauvaise offre de soins dans leur quartier de résidence et une mauvaise offre de soins dans l'espace quotidien d'activité, l'espace où ils se déplacent au cours de leurs activités quotidiennes. Ça peut être pour le travail, pour le loisir, etc. À l'inverse, évidemment, ceux qui combinent une bonne accessibilité dans le quartier et dans leur espace quotidien d'activité, c'est tout bénef pour eux. Ils ont une accessibilité très forte. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont ces personnes-là, le carré orange en haut à gauche, qui certes ont une faible accessibilité dans leur quartier,
mais de par leur déplacement, finalement, peuvent comment dire, limiter cette faible accessibilité dans leur quartier de résidence en ayant accès à d'autres ressources à proximité des milieux où ils travaillent, par exemple. Et donc ça, on a voulu le regarder d'une façon statistique pour voir si ça a joué effectivement. Donc, pour l'enquête toujours à Paris, on a demandé aux personnes de nous décrire un peu lorsqu'ils faisaient différentes activités, est-ce que ça se passait principalement dans leur quartier ou principalement en dehors de leur quartier. Donc, on a fait un score pour caractériser si les personnes faisaient leurs courses, utilisaient les services tels que la banque ou la poste, allaient au café, au restaurant, se promenaient ou voyaient des amis, principalement dans leur quartier ou principalement hors de leur quartier ou moitié-moitié. Et donc, on pouvait identifier les personnes qui ne sortaient pas pour ces quelques raisons citées précédemment, de leur quartier de résidence et donc qui étaient contraints par les services qui s'y trouvaient. Donc, il y a à peu près 20% de la population qu'on a enquêtée sur les 3000 personnes de l'enquête CIRS qui se trouvaient dans ce cas-là, c'est-à-dire avoir un espace d'activité centré sur leur seul quartier de résidence. On a regardé pour ces 3000 personnes, on a regardé juste pour les femmes, les 1800 femmes enquêtées dans cette enquête. Est-ce que le fait d'avoir un dépistage tardif du cancer du col de l'utérus supérieur à 2 ans, c'était les prérogatives, enfin les conseils à ce moment-là, qui était en retard ou non. Donc, une fois ajusté sur l'âge, la nationalité, la couverture maladie et l'occupation professionnelle, on se rendait compte que si on regardait pour tout le monde, pour toutes ces 1800 femmes, il n'y avait pas d'association entre le fait d'avoir un dépistage tardif et d'habiter dans un quartier avec une forte ou une faible densité de médecins généralistes et de gynécologues. Donc là, on pourrait dire, c'est la première colonne en grisé, avec un odds ratio non significatif. Si on s'arrêtait là, on pourrait dire, finalement, regardez, la densité médicale ne joue pas sur les recours aux soins des personnes. Mais cette conclusion, elle ne résiste pas au fait que quand on regarde uniquement les femmes qui ont un espace d'activité restreint au quartier de résidence, à leur quartier de résidence, pour elles, le fait de habiter dans un quartier avec peu de médecins, avec une faible densité de médecins, multiplie par 3 le risque d'être en dépistage tardif. Donc, quand on se limite à des populations qui ne se déplacent pas, évidemment, avoir des ressources de proximité en faible nombre ou en moindre qualité va impacter leur recours aux soins. Donc, ça, c'est tout l'intérêt de regarder les effets de lieu en lien avec les pratiques spatiales des populations. On a fait pareil pour l'enquête à Montréal. Là, ce qui nous intéressait, c'était de regarder la santé mentale des jeunes adultes en les rapportant, enfin en les mettant en relation avec le nombre d'équipements commerciaux récréatifs qu'ils avaient à proximité de leur lieu de résidence. Donc là, on s'apercevait qu'il n'y avait pas forcément de lien entre habiter un quartier avec beaucoup d'équipements ou non n'était pas associé à une moins bonne santé mentale perçue, une fois ajusté sur le sexe, l'âge, le niveau d'études et la disponibilité d'une voiture et d'une carte de transport. Par contre, si on regardait le nombre moyen d'équipements commerciaux récréatifs à proximité des lieux de résidence, mais également des lieux d'activité où se rendaient les jeunes adultes qui avaient été repérés lors de l'enquête, là, on voyait que un effet apparaissait dans le sens où ceux qui avaient avaient de moins nombreux équipements commerciaux récréatifs à proximité de l'ensemble de leur lieu d'activité, cela avait un risque accru de déclarer une santé mentale de moins bonne qualité. Julie, Donc, je me permets juste, il vous oui, reste 2-3 minutes. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. c'est Je ne cherche parfait, pas à vous stresser ou quoi que ce soit, mais ça voilà, c'était marche, pour donner le marche. cadre. Merci. Donc, le troisième, donc ça, c'était le second piège, d'être centré uniquement sur ce qui se passe dans le quartier de résidence et en ignorant l'espace d'activité des personnes. Le troisième, c'est de dire, finalement, tout le monde est, comment dire, est impacté de la même façon par ces effets de lieu, par exemple, ce nombre moins nombreux, enfin, ces équipements moins nombreux dans leur espace d'activité. Si on reprend l'exemple de Montréal,
où on a regardé la santé mentale des jeunes adultes en lien avec le nombre d'équipements dans leur espace d'activité, et on segmente ces jeunes adultes suivant leur niveau de éducation, et ben, on s'aperçoit que les personnes avec un moindre niveau d'éducation, secondaire 5 ou moins, c'est, on va dire, inférieur au collège pour en France, et ben, eux sont fortement impactés par le fait d'avoir peu d'équipements à proximité, avec un node ratio de 3, alors que les personnes, des jeunes adultes de niveau université ou plus, finalement, ne sont pas associés, leur santé mentale n'est pas associée à leur nombre d'équipements de proximité. C'est un peu pour dire que finalement, ça rejoint cette histoire de virtuosité dont a parlé mon collègue, la virtuosité des classes moyennes et supérieures de s'arranger autrement. Ça rejoint ce qu'ont dit d'autres sociologues que je cite ici, c'est qu'on est conduit à constater que les catégories qui possèdent un certain capital culturel et scolaire peuvent trouver dans leurs dispositions qui leur sont propres, bref, un moyen de surmonter l'obstacle de la distance physique qui le sépare des équipements. Et ça va expliquer fortement les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que potentiellement, les plus riches habitent dans un quartier avec un- plus nombreux équipements ou se déplacent dans des quartiers avec de plus nombreux équipements ou avec des environnements plus favorables à la santé. Mais même quand ce n'est pas le cas, de toute façon, ils ont une flexibilité. Ils ont une possibilité de trouver des arrangements qui vont dépasser ces contraintes de faible ou de moins bon environnement. Donc ça permet d'associer et de mieux comprendre mes inégalités territoriales et de ne pas avoir une approche statique. Vous habitez là, dans un endroit avec peu de médecins, donc ça va être un problème. Ce n'est pas un problème pour tout le monde. Et donc, le dernier piège, mais j'ai que 2 minutes, donc je vais le dire très vite. Je vous ai parlé du fait qu'on avait une approche statique des effets, euh, euh, mais on a aussi une approche statique dans la façon de caractériser les espaces. Par exemple, quand on regarde la densité de médecins ou d'équipements par quartier, on va rapporter le nombre d'équipements pour 10 000 habitants. On va regarder le nombre de médecins généralistes, par exemple, en regardant le nombre de médecins pour 10 000 habitants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met au numérateur le nombre de services et au dénominateur la population qui habite. Euh, Or, il y a quand même une logique du quotidien qui va faire que d'abord les services ils peuvent être ouverts ou fermés, suivant les heures de la journée, et qu'au dénominateur, ce n'est pas forcément uniquement les résidents qui vont pouvoir utiliser les services ou pouvoir les saturer, entre guillemets, mais c'est la population présente. Donc, on a envie d'avoir des mesures un peu spatio-temporelles, c'est-à-dire de dire ce quartier, il est peut-être densément, il a peut-être beaucoup de services à certaines heures ou à certains jours, mais pas tout le temps. Ce quartier, il est peut-être pauvre la nuit, mais il est riche, enfin, il comporte la population pauvre la nuit, mais plutôt riche le jour. Donc, pour sortir aussi d'une approche un peu statique de ces effets de lieu, on peut avoir intérêt que tous les mécanismes dont moi, je vous ai parlé, qui participaient aux effets de lieu, eh ben, ils soient aussi travaillés avec une prise en compte d'une variabilité au cours de la journée. Donc les services et les équipements, je vous en ai parlé, et leur nombre d'utilisateurs potentiels, ça peut varier au cours de la journée. Les normes sociales, parce qu'elles sont liées à la population présente et à ses comportements, eh ben, elles peuvent être différentes au cours des heures de la journée. Ça peut être bien, enfin, c'est pas un problème peut-être de fumer dans certaines heures dans un quartier parce que tout le monde l'accepte, et pas du tout à d'autres heures de la journée où il va y avoir beaucoup d'enfants, etc. La réputation d'un quartier, il peut être différent suivant les moments de la journée, l'environnement physique également, évidemment, la qualité de l'environnement, le fait qu'il soit plus ou moins pollué, ça peut varier au cours des heures de la journée. Or, souvent, ce regard du quotidien, il est très peu pris en compte dans une approche statistique, ou on va dire, ou même qualitative. On va dire, ça c'est un quartier pauvre, c'est un quartier riche, c'est un quartier dense d'équipement ou non. Donc, on a envie, et ça, je vais pas y revenir, mais de mettre en relation ces quartiers, ces espaces avec comment ils sont pratiqués au quotidien par les populations
Et c'est ce qu'on fait avec cet outil entièrement libre, vous pouvez regarder. Ça s'appelle le Mobiliscope et qui permet de cartographier, par exemple pour Toulouse ou pour Albi ou pour d'autres grandes villes, grandes régions de Occitanie, comment évoluent heure par heure les populations présentes dans, dans les différents quartiers. Et donc de regarder comment leur composition sociale, leur nombre de femmes ou d'hommes peuvent évoluer au cours des heures de la journée et donc sortir d'une approche statique sur la mixité sociale, par exemple, qui a souvent cours et qui ne permet pas de comprendre entièrement certaines inégalités, notamment de santé. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. On va donner maintenant la parole à Mara Brun, coordinatrice du contrat local de santé Marguerite au Allier. Donc, C'est à toi. bonjour à tous. Merci beaucoup pour les deux présentations avant. C'était hyper intéressant. Donc, je vais vous parler de l'outil rural ISS qui a été travaillé par François et sur lequel j'ai été associée, de la manière et pourquoi et comment, en gros, et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc, rapidement, je suis coordinatrice d'un contrat local de santé, le CLS Marguerite Hôtelier. Donc, rapidement, pour situer, c'est un CLS qui est situé en Lozère, au nord-est de la Lozère, à la frontière avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Haute-Loire et l'Ardèche à proximité immédiate. Donc on est c'est le département le moins peuplé de France. C'est un CLS qui couvre une intercommunalité et 4 communes de 6000, en tout ça fait un total de 6400 habitants, mais qui est basé dans un bassin de vie plus important, qui couvre 3 départements de région et où en moyenne on est à 9 habitants du kilomètre carré. Donc on est sur de la très grande ruralité. Donc c'est un CLS, je l'ai pas marqué, mais qui existe depuis 2013. Euh, et donc on a commencé à réfléchir depuis un petit moment aux questions de finalement c'est quoi les enjeux de notre territoire. Donc je peux pas vous montrer avec mon doigt, mais en bas vous avez une sorte de petit cœur rouge en plein milieu. Bon, ça c'est le bassin de vie de Langogne, où effectivement on voit qu'on a une surmortalité sur le bassin de vie par rapport aux données françaises. Et si on prend pareil l'espérance de vie en Lozère et l'espérance de vie sur les communautés de communes sur lesquelles est basé le CLS, pareil, on a une espérance de vie qui est plus faible sur ce territoire-là si on les compare à la Lozère, à l'Occitanie et à la France. Donc pour le coup, sur le CLS Margeride Hôtelier, on a un double enjeu qui a été identifié. La première chose, c'était de réduire les inégalités territoriales entre les territoires du CLS et les autres territoires. On a bien l'enjeu d'améliorer la santé de tous les habitants du bassin de vie. Et puis réduire les inégalités sociales de santé au sein de ce territoire avec essayer d'adopter une approche par gradient social et travailler sur les déterminants de santé pour essayer de réduire cet écart d'espérance de vie et puis plus largement de santé et de bien-être des habitants en global. Donc, on a travaillé sur l'outil rural ISS que je vais vous présenter. Donc, ma demande au départ, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut finalement mieux comprendre, mieux caractériser les inégalités sociales de santé sur ce territoire en vue d'aller vers le CLS 3 2024-2028. Donc, c'était au moment du renouvellement du CLS et de la signature, enfin de la signature et donc également du moment de refaire un diagnostic territorial, surtout qu'on avait fait un gros diagnostic en 2012 et que donc ça faisait plus de 10 ans après, donc c'était le moment de vraiment se poser là-dessus. Donc ma demande, c'était je veux mieux comprendre les inégalités sociales de santé sur mon territoire. En échangeant avec l'ARS, on a élargi cette question-là pour est-ce qu'il est possible d'établir une méthodologie qui soit adaptée aux CLS ruraux d'Occitanie, qui puisse être intégrée dans les diagnostics territoriaux de santé et qui permette effectivement de mieux comprendre les inégalités sociales de santé sur les territoires. En sachant que l'ARS nous propose déjà quelque chose qui s'appelle les profils santé qui sont mis en place par l'ORS et qui amènent énormément d'éléments statistiques. Mais souvent en milieu rural, on a cette contrainte de nombre d'habitants qui fait qu'on a un certain nombre de données, évidemment, qu'on ne peut pas aller observer. Donc, on a sollicité François Sicot pour travailler là-dessus et il a construit un outil qui puisse s'intégrer dans le cadre des diagnostics de santé qui sont portés par les coordinateurs CLS dans les territoires.
Donc, l'objectif, c'est de caractériser les déterminants de santé, les différences de répartition de la santé dans les populations, les enjeux. Et puis, nous, en tant que coordinateurs, derrière, c'est avoir une lecture plus fine de nos territoires et de manière à aussi pouvoir les présenter à l'ensemble des acteurs et des élus qui portent le CLS et qui vont orienter les politiques de santé qui sont proposées sur le territoire. Donc, c'est mieux comprendre pour mieux adapter. Donc l'outil, il est composé en deux grands volets. Un volet qui est un questionnaire habitant. Donc c'est un questionnaire qui est diffusable en ligne ou sur papier. C'est à peu près 10 minutes pour le remplir. Il y a 57 questions et ça identifie un certain nombre de catégories de déterminants de santé que sont la prévention, la santé perçue, les conditions de travail, la situation du logement, le soutien social, l'accès aux soins et aux droits, la littératie en santé. Et à côté de ça, il y a un guide d'entretien qui permet de faire des entretiens semi-directifs auprès d'acteurs relais, qui durent à peu près entre 30 et 45 minutes, et qui va venir questionner d'autres catégories de déterminants, le soutien social ou voilà, proche, le paysage alimentaire, l'accès aux soins et aux droits, la prévention et la participation. Donc les deux éléments, vous allez voir, sont complémentaires. Donc je vous présente un peu ce qui a été fait. Donc nous, on était en phase test, hein. L'idée, c'était bien d'avoir cet aller-retour sur la recherche-action pour tester l'outil, voir qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il s'adapte, si on le met en place, qu'est-ce qui se passe. Donc nous, sur notre territoire, on a eu 330 réponses, donc ce qui peut sembler peu, mais en fait, vu du nombre d'habitants, c'est pas si peu que ça. On a une légère perte de réponse entre la première question et la dernière question, ce qui veut dire que 10 minutes et 57 questions, on peut pas se permettre d'élargir encore le questionnaire et de venir intégrer des nouvelles questions parce que sinon on aurait trop de pertes. Forcément, on a une surreprésentation de certaines catégories socio-professionnelles dans les réponses. Et puis, sur certains éléments, on a un nombre de réponses qui est assez faible et qui, pour le coup, vont amener des difficultés sur les tris croisés pour avoir vraiment des réponses significatives. Donc, je vous ai mis quelques exemples de résultats pour que vous vous rendiez compte ce que ça nous permet, nous, de réfléchir derrière. Donc, par exemple, sur les risques psychosociaux et la santé au travail, 44% des répondants estiment avoir été exposés à des pressions psychologiques au travail. Donc, on est quand même sur des données déjà qui correspondent à l'ensemble des répondants. On a aussi des éléments plus précis, par exemple, sur l'exposition au bruit, à la chaleur, aux produits chimiques, etc. Ça, c'est intéressant aussi parce que nous, on est en milieu montagne, par exemple, et la chaleur, elle n'est pas du tout perçue. C'est-à-dire qu'on est à 1000 mètres, globalement, on est sur un territoire où il fait frais. Mais pour le coup, cette question de la chaleur et de tout ce que ça peut impacter par rapport à la question du réchauffement climatique, elle est un peu occultée, parce qu'on se dit, bah, on est en hauteur, il fait plus frais qu'en bas. Mais en fait, on a quand même certaines catégories de travailleurs qui vont travailler dehors, et l'été, il peut quand même faire chaud, et de plus en plus chaud, et ils peuvent être quand même soumis à ces questions de chaleur. Donc ça permet de mettre en lumière des éléments qui étaient un peu peu perçus ou un peu en termes enfin, un peu silencieux, quoi. Après, là, je vous ai mis un exemple où on a pu faire, enfin, où la différence a été faite selon la catégorie socio-professionnelle des répondants. Donc, les personnes qui se sentent limitées dans leurs activités normales depuis au moins 6 mois à cause de problèmes de santé, et on voit un écart qui est quand même significatif entre les différentes catégories socio-professionnelles. Donc, on voit vraiment un écart qui est quand même assez net. Sur les entretiens semi-directifs, donc sur la phase qu'on a mis en place, nous, on a eu, enfin moi j'ai mené 13 entretiens, des acteurs clés du territoire et des élus. Euh, L'objectif là des entretiens, c'est à la fois d'obtenir des éléments, des données, et puis également d'engager les acteurs dans une réflexion qui va inclure les inégalités sociales de santé, qui va venir déjà questionner la santé dans une approche où on vient questionner les déterminants de santé. Et donc ça vient faciliter en fait derrière le fait de travailler dans une approche qui va venir prendre en compte les déterminants de santé dans le cadre du contrat local de santé. En venant les interroger, c'est déjà un premier pas pour venir travailler avec eux sur ces éléments-là. Donc, pour tout le monde, en fait, pour tous les acteurs interrogés, ça permet de sensibiliser les acteurs à la santé dans sa globalité, ce que c'est que la santé. Ça permet de placer le contrat local de santé qui va venir travailler dans une approche de promotion de la santé et dans un objectif de lutte contre les inégalités sociales de santé. Et puis, ça vient interroger la participation des populations, qui est vraiment un élément qu'on retrouve assez rarement, enfin, on interroge rarement les acteurs là-dessus, quoi.
Donc ça, c'était pour tous. Et puis par rapport aux élus, ça vient vraiment les questionner sur finalement leurs compétences en tant qu'élus d'une collectivité, donc intercommunalité ou commune, et finalement venir questionner là où ils ont des capacités d'action en tant que collectivité sur les déterminants de santé. Donc effectivement, on a vu que ça permet d'élargir de suite la question des élus qui questionnent leur première interrogation, surtout dans les lieux où on est un peu en situation de désertification médicale, ça va être de se dire, bon ben donc l'accès aux soins, et donc notre gros problème, c'est l'accès aux médecins. Et donc ça permet de venir interroger la santé plus globalement et de venir leur redonner une place dans cette santé en venant interroger des déterminants sur lesquels finalement ils pourraient agir. Et là, je vous ai mis un exemple de complémentarité entre les deux outils, hein. Donc sur l'isolement social, avec à droite le schéma qui reprend les réponses au questionnaire selon la catégorie socio-professionnelle. Et donc on voit qu'effectivement on a des différences selon les catégories socio-professionnelles. On peut aussi venir on peut aussi venir interroger la question des classes d'âge, donc des groupes d'âge. Et donc, on voit que l'isolement social se retrouve dans toutes les classes d'âge. On n'a pas de différence jeune, moins jeune dans le cadre des réponses au questionnaire. Et puis, on peut aussi venir interroger le sexe. Et donc, notamment les femmes ont davantage fait remonter de sentiments d'isolement social que les hommes dans le cadre du questionnaire. Et c'est venu en complément des entretiens, parce que dans les entretiens, par contre, on a pu faire ressortir un certain nombre d'éléments qui probablement étaient des publics qu'on n'a pas pu toucher dans le cadre des questionnaires, avec notamment le fait qu'on a un isolement social fort chez les hommes et les personnes âgées, et notamment aussi chez des hommes qui sont seuls. Et donc, ça, c'est des choses qui n'étaient pas ressorties avec la question de dire ben, peut-être que ce type de public n'est pas venu répondre au questionnaire, et donc ça vient vraiment compléter. Et d'avoir cette diversité, finalement, ces deux outils qui vont venir interroger ce déterminant, ça permet de montrer finalement que cet isolement social, il se retrouve auprès de tous les publics, qu'il est réparti largement dans la population et que ben, voilà, on voit que les femmes l'ont déclaré un peu plus, mais que ça concerne aussi les hommes. Voilà. Donc après, pour conclure par rapport à cette démarche d'outils et de là plutôt de recherche-action, donc il faut vraiment diffuser l'outil largement sur les canaux des collectivités, il faut diffuser auprès des partenaires fortement. On voit aussi que quand on a un certain déséquilibre dans les réponses, ça peut aussi venir du réseau partenarial déjà construit par le CLS et ça vient montrer aussi ça finalement, comment est construit ce réseau partenarial en fonction de qui répond, etc. Et donc une fois qu'on a ce premier niveau de réponse, ce qu'on n'a pas fait là, mais qu'on pourrait faire et que j'aimerais pouvoir refaire à un autre moment, c'est d'aller mettre en place des stratégies pour recueillir des réponses supplémentaires auprès des publics qui, finalement, sur lesquels on a eu moins de réponses dans un premier abord par rapport au questionnaire. Donc ça, on peut voir en fait où on en est et on peut aller chercher les publics qui manquent, soit en termes d'âge, soit en termes de catégorie socio-professionnelle, soit en termes de sexe, etc. On voit bien que le guide d'entretien et le questionnaire, ils se complètent et qui permettent d'avoir une lecture du territoire plus fine. Et donc ça, le questionnaire et les entretiens, ils viennent interroger des déterminants qui sont au départ pas perçus par les acteurs relais du territoire. Il y a des éléments qui avaient jamais été questionnés, en fait, qu'on est venu questionner là, le mal-être au travail, la littératie en santé, etc. Et qui viennent pointer du doigt certains éléments sur lesquels on était peut-être passé à côté. Et puis ça permet de voir aussi comment est perçue la santé par les acteurs relais et comment sont perçues certaines données. Par exemple, si je prends la question du logement insalubre, les acteurs relais vont nous dire le logement insalubre, on voit des différences, on voit des difficultés d'accès au logement selon les publics, etc. Et pour les élus, ils vont nous dire, en fait, il y a eu une telle évolution depuis 20 ans avec une telle amélioration, notamment on a des toilettes dans tous les logements, etc., que l'insalubrité par rapport à des critères d'insalubrité, d'humidité, etc., ils vont pas l'apercevoir. Eux, ils vont avoir déjà un premier niveau qui est on a des toilettes dans les logements partout, etc. Donc finalement, l'amélioration est tellement forte que ces éléments d'insalubrité qui sont quand même très forts, la question de la précarité énergétique, eux vont passer à côté et ils vont pas l'apercevoir comme quelque chose d'important. Donc ça permet de venir remettre ces éléments-là.
Et puis globalement, c'est une démarche, au-delà des résultats, c'est déjà une démarche de sensibilisation à ce que c'est que les déterminants de santé, ce que c'est que les inégalités sociales de santé. Et ça permet déjà de venir sensibiliser l'ensemble des acteurs, des partenaires qui vont construire le contrat local de santé et qui vont construire la politique de santé du territoire. Voilà. Merci Mara pour cette présentation et ce qui nous montre bien que, bien sûr, c'est dans les objectifs des contrats locaux de santé, la lutte et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Mais là, on voit avec l'exemple de Rural ISS comment concrètement commencer à travailler sur ces éléments-là. Enfin, je dis commencer, ça fait plus de 10 ans que le CLS existe, donc ça fait longtemps que tu travailles dessus, mais ça nous donne des pistes en fait de réflexion pour prendre le problème à bras-le-corps, on va le dire de cette manière-là. Merci beaucoup. On va maintenant entendre le témoignage de Cindy Rénal, qui est donc psychologue au bus du point accueil écoute jeune du Lot. Cette personne ne pouvait pas être disponible sur la date du 12 mai. Donc, c'est un entretien qui a été enregistré au préalable et mené par Noémie Netto, donc ma collègue du Lot qui assure l'animation et l'échange des questions auprès de vous. Donc, il y en a pour environ 13 minutes. Et puis ensuite, on enchaînera et on donnera la parole avec Angelo Sicone, éducateur spécialisé, qui est donc sur le même territoire que Mara Brun, en Lozère, dans la communauté de communes Oisier-Margeride. N'hésitez pas à poser vos questions dans les chats et nous prendrons le temps de les relayer. Bonjour Madame Rénal, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis donc Cindy Rénal, je suis psychologue au point d'accueil Écoute Jeune et à la mission locale. Le point d'accueil Écoute Jeune étant porté par la mission locale, j'ai les deux casquettes. Voilà, on est dans un service où il y a deux psychologues et toutes les deux, on couvre le territoire du Lot. Enfin, on essaie en tout cas d'avoir une offre la plus ajustée possible aux besoins. Alors le PAEJ, donc c'est un point d'accueil écoute jeunes et parents, c'est important le et parents. Donc c'est un lieu d'accueil, d'écoute pour les jeunes de 11 ans à 25 ans et leurs parents. On est plusieurs professionnels, donc il y a un psychologue, il y a une médiatrice sociale et familiale et on a une animatrice socioculturelle aussi. Voilà. Et donc, tout jeune ou parent qui rencontre une problématique, qui a un questionnement ou des difficultés dans sa vie, c'est vraiment l'approche, elle est très généraliste, hein, peut venir taper à la porte du PAEJ puisqu'on a un accueil tous les jours de la semaine, on a un accueil physique, téléphonique, sans rendez-vous, avec ou sans rendez-vous. Alors effectivement, quand on appelle et que la personne a un rendez-vous, là, ça peut être un petit peu différé d'une heure, le temps de... Bon, globalement, c'est un accueil inconditionnel, gratuit et anonyme, voilà, pour les jeunes et leurs familles. Le PAEJ, effectivement, c'est doté d'un bus, c'est un van. Alors c'est un van pour pouvoir justement proposer un accueil, une écoute pour les jeunes et leurs familles en dehors du secteur cadurcien, puisque le PAEJ est basé à Cahors. Effectivement, Cahors, il y a beaucoup d'offres concernant, beaucoup d'offres, en tout cas au niveau des dispositifs de soins et d'accompagnement, c'est plutôt bien doté, et c'est un peu moins doté en milieu rural, dans les campagnes du Lot. Donc, l'idée, la jeunesse du projet, c'était vraiment d'aller vers, de proposer en fait un espace d'accueil, d'écoute, inconditionnel et gratuit, donc pour les familles et les jeunes qui se trouvent un peu plus éloignés des dispositifs de soins qui sont il y a des offres en milieu rural mais qui sont un peu plus centralisées à Cahors, donc l'idée c'était ça. Donc on navigue sur des points sur le territoire en fonction des besoins, au regard des diagnostics. Alors après l'idée c'est un travail en fait sur des territoires où les besoins en fait sont repérés avec les partenaires. On s'inscrit vraiment dans un maillage déjà existant. L'idée c'est on répond pas à des demandes individuelles, hein. Donc on travaille avec des partenaires jeunesse, des espaces de vie sociale, pour voir un peu où sont les jeunes et leurs familles, où sont les besoins. Et là on propose des permanences sur des créneaux qui sont communiqués, dans ce sens.
C'est un van rouge, si vous voulez, ou dedans, bon, voilà, on peut le mettre en format bureau, on retourne les fauteuils, ou on peut enlever le bureau, vous voyez, il y a une tablette, et, et les jeunes s'assoient, il y a des rideaux pour avoir un espace confidentiel. Voilà, donc c'est un van qui se transforme en bureau ou en salle d'entretien. Voilà. Est-ce qu'il y a que vous qui intervenez dans le van ou il y a d'autres professionnels qui peuvent l'utiliser? Là, à ce jour, il y a la médiatrice, donc Christelle Barthès, qui est médiatrice familiale. Elle reçoit sur Cahors et fait l'accueil téléphonique et en fait rebascule vers moi les rendez-vous et les demandes quand elle a évalué qu'il y avait besoin d'un soutien psychologue. Et donc oui, là pour l'instant, il n'y a que moi qui fais de l'itinérance. Et il y a aussi Léa Dudicourt, qui est animatrice socioculturelle, qui elle prend le van pour aller pareil sur des événements jeunesse, pour dans l'idée d'aller vers, pour parler du PAEJ, informer, capter des parents, des jeunes en disant voilà, on a ce dispositif là. Donc elle reçoit pas individuellement, elle fait pas de l'accueil individuellement, mais elle communique beaucoup sur le dispositif pour le faire connaître. D'accord. Et donc le PAJ, donc il est orienté vers les jeunes et les parents, mais est-ce que le bus c'est pareil ou est-ce que ça touche aussi d'autres publics? Pour le van, Non, pardon. non, le fan, oui, dire le bus si vous voulez. Non. Vous pensiez à quoi comme public? Parce que Est-ce que ça peut être un appui aussi pour les professionnels si ils ont un besoin? pas forcément, mais j'ai envie de dire, comment on arrive, on est dans un. Parce qu'à une époque, oui, alors c'est pareil, ça a évolué, mais disons que quand on arrive sur des territoires, et comme je vous disais, on s'inscrit dans un mariage territorial avec des partenaires, donc forcément, on accueille aussi ces demandes et ces questionnements quand il y a une situation, puisque forcément, dans la pratique, c'est des partenaires qui vont nous orienter des jeunes, des familles, qui eux sont parfois démunis, parce que c'est des partenaires, des acteurs jeunesse, qui effectivement sont quand même souvent aux premières loges de la dégradation justement de cet accès aux soins, et qui eux, voilà, sont là sur le quotidien à accompagner ces jeunes et ces familles. Effectivement, ils vont venir pour la plupart, échanger et dire voilà, est-ce que ça peut être intéressant d'orienter sur ce dispositif ou comment je peux faire. Voilà, donc effectivement, du fait de l'inscription du PAEJ auprès des acteurs du territoire dans ce maillage-là, c'est vrai que je le redis, de fait, forcément, il y a des échanges, ne serait-ce que par rapport voilà, à l'orientation, ou alors parfois, il y a ça aussi, on est sollicité pour travailler sur des thématiques, voilà, par exemple de sensibilisation. Alors, soit c'est plus formalisé, soit c'est de façon informelle. Moi, ça m'arrive sur des champs. La dernière fois, là, j'étais sur un chantier jeunesse. L'idée, c'est qu'il y avait une action où ils apprenaient le code le matin, ils rénovaient l'espace de vie sociale. L'après-midi, il y avait des travaux peinture. Bon, moi, je mange avec le groupe, je reste sur les instants de vie collective. Voilà, il y a eu un débat qui s'est lancé sur les consommations de cannabis. Donc, c'est pas forcément formalisé, c'était pas une action de sensibilisation en tant que telle. Mais c'est aussi ça, c'est aussi être là sur les espaces de vie et pouvoir animer un collectif, voilà, de façon comme ça assez spontanée, mais bon. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les acteurs aussi. Vous voyez, c'est dans les espaces de vie aussi que ça se joue. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi un van, l'émergence de ce dispositif? La philosophie, l'idée, c'est de se dire, voilà, on est quand même dans un milieu rural où il y a des gens qui sont très, très éloignés. L'idée, c'est en fait, voilà, l'itinérance, c'est de faciliter, en fait, d'avoir un premier accès. C'est-à-dire que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes où la question de la santé mentale, c'était dans l'impensé. Hein. On était presque avec des représentations sur la fonction psy, dans quelque chose d'inaccessible. Donc, c'est vrai que l'itinérance, c'est intéressant parce que ça casse un peu l'image de la fonction psy, où elle est là où on
l'attend pas trop, c'est-à-dire dans un cabinet avec quelque chose de très mis à distance, le fait d'être dans les espaces de vie collective, le fait, voilà. Pour moi, ça réduit, ou en tout cas, ça participe à réduire ces inégalités, parce que c'est vrai que c'est dire aussi la santé mentale, c'est pour vous. C'est expliquer ce que c'est la santé mentale, expliquer que c'est pas un privilège de citadin ou de bourgeois ou de, vous voyez, il y a quelque chose quand même de cet accès et de réappropriation hein, du soin et de se dire bon ben voilà la santé mentale il y a le physique mais il y a le psychique et, euh, et on fait beaucoup moi je travaille beaucoup sur les représentations parce que c'est comme si il y a beaucoup de psychoéducation donc c'est vrai que sur des publics éloignés ça permet ouais, de réduire la marche, hein, voilà, qui est très haute et ça la réduit. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Parce qu'après, on n'a pas vocation à faire de la thérapie. Pour autant, on ne laisse pas un jeune au bord de la route sans solution. Donc, après, y a plusieurs, il y a plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'il y a, bon, ben, on accueille, mais il y a aussi une grosse part, donc on accueille la souffrance, l'angoisse, bon euh, quel qu'en soit en fait le contenu, la raison, l'origine, voilà, on a ce premier appel. Et ensuite, on évalue quand même cette souffrance. Alors là, on ne pose pas de diagnostic, hein. C'est pas l'idée de dire un tel, il a telle maladie psychique, etc. Mais c'est de savoir en fait si cette souffrance, elle relève d'une prise en charge sanitaire ou pas. Voilà. Donc ça peut, voilà, c'est de voir en fait le degré en fait de souffrance et la nécessité de prendre en charge sur le plan médical, psychiatrique, ou d'accompagner aussi vers des CMP ou du libéral. Après, voilà, ça dépend. Mais oui, ça peut être des fois d'orienter vers le médecin traitant pour avoir voilà, un apaisement, un traitement ou un psychiatre. Enfin, bon, vous voyez, donc ça, bon, on a un rôle là-dessus qui est assez important. Il y a un enjeu important là-dessus, sur comment on remet après, on réinscrit les gens dans le droit commun, dans un parcours de soins. Et voilà. Après, bon, et après, on fait de l'accompagnement, mais voilà, on n'a pas un nombre de séances limité. Mais voilà, on travaille aussi la remobilisation autour de projets, on soutient les capacités personnelles, parentales, tout ce qui est travail autour de la revalorisation, l'estime de soi, donner des éclairages aussi pour que les jeunes puissent comprendre aussi certains comportements, essayer de donner des clés, essayer qu'ils comprennent leur propre mode d'emploi. C'est important ça aussi de se dire bon ben de faire des liens en disant voilà bon ben peut-être ce stress est lié à telle émotion, voilà. Donc il y a des choses aussi qu'on peut aussi en quelques séances arriver à apaiser, faire que voilà qu'il n'y ait pas non plus nécessité d'aller vers des choses plus étayé. Voilà, ça, donc il y a quand même une partie d'évaluation importante. Et donc, est-ce que vous avez pu constater un impact depuis que vous êtes sur ce dispositif-là? J'ai un exemple d'une jeune qui a pris qui a pris un rendez-vous avec un psy pendant un an, plusieurs fois, elle a annulé. Elle n'a jamais pu y aller. Donc, qui était un peu loin géographiquement, mais qui n'a jamais pu y aller. Et donc, le fait de venir dans les espaces collectifs, de me voir, voilà, de discuter, mais je pense que c'est vraiment c'est pas lié forcément à moi, c'est de voir un humain en fait derrière une représentation, vous voyez, et là, elle a pu prendre rendez-vous. Et ça, c'est vrai que les, ça peut ressortir, ça, dans les entretiens, de dire, bon, voilà, bon, je vous ai vu, ça fait moins peur, je me sens un peu plus à l'aise, vous voyez, quelque chose. Et après, je fais réellement moi, les orientations. Enfin, là, je le vois, par contre, c'est très, très régulièrement où j'oriente vers un psychiatre, un CMP, du libéral. Enfin, le besoin, il est là. Hein, le besoin, il est là. Quand les jeunes viennent, ils reviennent. Hein, je veux dire, quand le premier contact s'est fait, voilà, ils reviennent et on peut enclencher quelque chose. Pour terminer sur ces questions, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Je pense que j'ai fait passer le message que je voulais faire passer. Très bien. Merci Angèle. On remercie Cindy Rénal de s'être rendue disponible pour l'interview. Merci à Noémie Netto pour l'interview. On voit déjà le lien avec voilà, la question de l'aller vers comme levier
pour travailler à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. J'en profite pour remercier au passage la virtuosité, puisque c'est aussi le mot du jour, d'Angèle Nicole qui a pu nous faire un montage. On avait quasiment l'impression que l'intervenante était là. Donc merci pour ça. On va maintenant donner la parole à Angelo Sicone, qui est donc éducateur spécialisé pour le secours populaire à l'espace Calipolis. Et je ne doute pas, Angelo, que si tu as entendu ce qu'a dit voilà, Cindy Reynal, il y a déjà des liens aussi qui peuvent se faire. Il est 11h30, prends le temps qu'il te faut pour amener les éléments tels que tu les avais prévus. Et voilà, on te donne la parole. Merci Claire, mais je vais essayer de faire rapidement quand même pour qu'on ait le temps après pour les questions. Euh, Tout d'abord, vous parlez du groupe de santé communautaire ne peut pas se faire sans parler des dispositifs qui l'ont précédé. Le premier dispositif, ça fera la transition avec ce qui vient d'être présenté à l'instant. C'est le dispositif Hors les murs, qui s'est déployé avec le Secours populaire, on va dire, en 2018. C'est un dispositif qui permet de faciliter la rencontre. Il n'y a pas de protocole d'accueil, il n'y a pas de dossier d'admission. Et l'expérience montre que ce qui fonctionne le plus dans ce dispositif en termes d'orientation, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que les personnes que je vais être amené à rencontrer dans le dispositif hors les murs vont me présenter des amis à elles pour proposer un accompagnement. C'est un accompagnement qui se fait sur une durée, une temporalité qui est décidée par la personne elle-même. C'est-à-dire que ça peut être des horaires déjà définis par la personne en fonction de son mode de vie. Mais ça peut être aussi un accompagnement qui va durer 15 jours, comme un an, voire plus. Ce dispositif qui s'est décliné sur le bassin de vie du Haut-Allier a amené l'État et la mairie à nous demander d'ouvrir un lieu d'accueil que l'on a baptisé l'espace Calipolis. L'espace Calipolis. Calipolis, c'est la cité idéale de Platon. Alors nous, on l'écrit Kalipolis parce que ça fait plus de points au Scrabble. Et en fait, c'est l'utopie platonicienne, pardon, au sens où toute personne qui vient à l'espace Callipolis est à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va essayer de faire en sorte que l'accueil soit pas uniquement sur les difficultés des personnes, mais aussi sur leur potentiel. À ce titre, on ne parle pas de personnes accompagnées, d'usagers ou de bénéficiaires, mais de pierres précieuses. Et pierres précieuses, ce n'est pas un terme tout mignon, c'est quelque chose qui est pensé depuis de nombreuses années. La finalité de cette façon de nommer, c'est déjà de participer à la restauration de l'estime de soi. Euh, et puis aussi, ça permet de mieux comprendre finalement qui est le public qui vient à l'espace Calipolis, dans le sens où il y a des personnes qui peuvent être accompagnées un certain temps, mais qui peuvent aussi très rapidement devenir bénévoles. Certains sont adhérents au Secours populaire qui portent les dispositifs. Et certains ont même été salariés sur des contrats PEC. Et actuellement, on a encore quelqu'un qui est en contrat jusqu'à la fin du mois de juin. Et derrière, les gens peuvent aussi redevenir derrière bénévoles, adhérents du Secours populaire. Donc voilà, il y a différentes pierres précieuses comme il y a différentes couleurs et parcours sur ce lieu-là. Dire que l'espace Calipolis, c'est plusieurs portes d'entrée. Il y a d'abord des réponses à des besoins de première nécessité, la douche, la bagagerie, les repas de midi, un accès à Internet. Et puis, c'est aussi, depuis le début, favoriser l'accès à la culture et à la santé. Et c'est de là, grâce aussi au travail en collaboration depuis notre installation sur le territoire avec Mara Brun du contrat local de santé, que très tôt s'est posé la question de la santé, de l'accès aux soins et à la santé, mais en essayant de déconstruire la pratique sociale. Moi, en tant qu'éducateur spécialisé, je fais le constat que parfois, je suis limité dans mon approche pour favoriser l'accès aux soins et à la santé, du fait que je ne sois pas un professionnel de santé, mais aussi parce que euh, si on ne prend pas en compte le parcours des gens que l'on accompagne suffisamment euh, dans de ce que eux vivent dans leur réalité, ben en fait, finalement, les propositions qu'on fait, elles passent à côté. Et donc, très tôt, à l'espace Calipolis, on a donné la parole effectivement aux personnes. Euh, elles- et, et pour ça, on a eu un support très précieux, c'est le temps de repas. Euh, voilà, toute personne qui vient à l'espace Calipolis depuis toujours sait qu'on apporte une importance capitale au temps de repas. Et ça permet
Le repas, en fait, ça permet déjà de parler de la qualité de ce que l'on mange, les produits que l'on va utiliser. Ça permet aussi de passer un moment ensemble. Et donc, pour des personnes qui souvent sont isolées, souffrent de solitude et sont éloignées d'un parcours de soins, bah, finalement, le repas est un excellent support. Et à partir de ces temps-là, on a réfléchi à comment créer un projet, un dispositif qui soit pertinent pour faciliter l'accès aux soins et à la santé. Et c'est là qu'on a pensé à la création d'un groupe de santé communautaire euh, qu'on a d'abord imaginé avec 4 piliers. Il est co-construit avec les pierres précieuses, donc aujourd'hui on compte 10 piliers. Euh, alors je vais vous les lister parce que j'ai souvent tendance à perdre du temps avec ça, mais parce que j'en cherche toujours un. Mais il n'y a pas d'ordre de priorité dans ces piliers. Mais en tout cas, voilà, on a l'égalité femmes-hommes, la culture et la pratique artistique, le logement et l'habité, l'emploi, la formation, l'œuvre, l'environnement et la protection animale, l'accès au droit et à l'information, l'alimentation, l'activité physique, la mobilité et le pilier corps et esprit. Euh, Ces piliers sont nés d'un travail. En fait, le groupe de santé communautaire pardon, est porté aussi par des réunions de travail. Donc, on a une réunion une fois par mois qui s'appelle la réunion Calipolis avec les pierres précieuses et Nathalie Koslowski qui est arrivée il y a un an, ma collègue éducatrice spécialisée, et moi-même, où on aborde plein de sujets de la vie quotidienne à l'espace Calipolis, mais où aussi on va faire la promotion du groupe de santé communautaire. Et puis, il y a 2 fois dans l'année des réunions par pilier où on invite des partenaires qui sont directement concernés par le pilier. Et c'est l'occasion de réfléchir à la façon qu'on va avoir de nommer le pilier, d'évaluer sa pertinence, de penser les activités qui peuvent être proposées dans ce pilier-là, pour essayer de toujours inventer de nouvelles modalités d'accès à des personnes qui pourraient être force de proposition. Exemple, on a un pilier corps et esprit, il y a une activité de sophrologie. On a pu mettre en place à l'espace Calipolis aussi des activités yoga, parce qu'une pierre précieuse qui participait au groupe avait des compétences à proposer au groupe, et donc il a animé plusieurs séances de yoga dans le collectif. Euh, alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais du coup, peut-être vous donner quelques chiffres voilà, qui démontrent la pertinence de cette expérimentation. On a à peu près depuis 2 ans pleins, parce qu'on a eu en 2022 uniquement 2 mois d'exercice sur cette expérimentation, mais en tout cas 2023 et 2024 ont été des années pleines. Donc on dénombre 35 personnes qui viennent à l'espace Calipolis, qui sont membres du groupe de santé communautaire. Alors pour être membre du groupe de santé communautaire, il n'y a rien de très officiel mais en tout cas, on a défini le fait qu'il fallait participer à au moins 2 activités qui correspondaient à 2 piliers différents sur les 10. Voilà, on s'est aussi rendu compte quand même que des gens qui ne participaient qu'à un pilier parce qu'ils sont très présents sur les temps de repas avaient eu aussi un impact parce que finalement, la communication avec les autres pierres précieuses fait que il y a un groupe qui se crée, même si on n'est pas membre du groupe, on est membre de l'espace Calipolis. Parmi ces 35 personnes, il y a à relever le fait que euh, 4 d'entre elles ont engagé des démarches de soins dentaires en 2024. On en avait 4 en 2023. Et on sait que euh, les soins dentaires, c'est peut-être le soin dont les personnes les plus éloignées du soin sont en carence. C'est-à-dire voilà, que c'est très compliqué pour ces publics de prioriser ce type de soins. Donc c'est un résultat qui est assez significatif. 3 personnes aussi en 2024 et 3 autres en 2023 ont repris une démarche de soins autour du diabète, alors que celle-ci avait tout arrêté depuis plusieurs années. Euh, Aussi, 4 personnes ont repris en 2024 des liens avec des médecins généralistes. Et puis, 18 personnes accueillies à l'espace Calipolis et membres du groupe ont sollicité la diététicienne qui interviennent tous les mardis pour des entretiens individuels et un suivi. Et en fait, on voit bien que voilà, historiquement, le groupe de santé tel qu'on le porte au Secours populaire à Langogne a été marqué par le fait que les temps de repas ont toujours été importants. Ce qui est significatif aussi, ce sont des résultats au niveau social, on va dire, dans l'accompagnement vers l'emploi et la formation.
parmi les 35 personnes qui ont été comptabilisées depuis l'expérimentation, 11 d'entre elles ont repris une activité physique ou une formation et s'y sont tenues, ou en tout cas aujourd'hui encore, certains sont salariés alors qu'elles étaient éloignées depuis plusieurs années. Euh, bon, il y aurait plein de choses encore à vous dire, mais je vois qu'il est 11h40. Peut-être 1 ou 2 minutes, Angelo, et puis ensuite on va laisser la place aux questions. Peut-être un exemple de situation. Là, voilà, on a une dame qui est vraiment très active depuis la création du groupe, qui cumulait voilà, tous les déterminants qui pouvaient l'éloigner de la santé. Elle était initialement logée à l'écart d'une ville, et puis ensuite elle a déménagé sur Langogne. Ses repas se résumaient à des compléments alimentaires, quelques repas avec des collègues euh, qui travaillaient sur d'autres associations une fois par semaine, voilà, des plats préparés, des choses comme ça, donc qui étaient vraiment en sous-alimentation, voire même en malnutrition. Et depuis 2 ans qu'elle est membre du groupe, ben, elle a repris contact avec un médecin traitant. Elle a fait un dépistage d'un cancer qu'elle repousse, enfin, d'un type de cancer qu'elle repoussait depuis des années alors qu'il y avait des précédents dans sa famille. Et aujourd'hui, elle a arrêté de fumer depuis le mois de janvier suite à des examens qui ont voilà, révélé une difficulté au niveau d'une artère. Et ce qui est très significatif, au-delà de ces résultats individuels pour elle, c'est aussi que c'est la force du groupe, c'est-à-dire qu'elle a entraîné aussi des personnes dans cette démarche d'arrêter de fumer. Et aujourd'hui, on a 5 personnes qui, dans son sillon, sont en train d'engager cette démarche. Et ben, du coup, ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui est en permanence en évolution, donc ça nous demande de réfléchir toujours à créer des nouveaux partenariats ou à renforcer des partenariats existants. Et du coup, pour renforcer cette démarche-là, mercredi, par exemple, il y aura l'association Addiction France qui va intervenir sur un programme de 3 séances qui s'appelle le Tabaret, pour accompagner voilà, les 5 personnes qui se sont mobilisées autour de ça. Donc voilà ce que je trouvais important de vous dire aussi en conclusion. Merci Angelo. Peut-être je me permets d'ajouter que le Secours populaire, via l'espace Calipolis, a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'Agence régionale de santé sur les inégalités sociales de santé, ce qui a permis de lancer, de financer, on va dire, l'expérimentation et de pouvoir, là, c'est reconduit, de pouvoir voilà, la poursuivre pour les 4 années à venir. Tu as raison de le préciser. Merci à l'ARS de son soutien. Merci à tous les intervenants. L'idée, c'était de donner la parole à Noémie qui va donc vous transmettre, on va passer au temps des questions et qui va donc vous transmettre, enfin pardon, vous faire part de la première question qui s'adresse à Mara Brun, autant pour moi. Oui, alors nous avons Madame Guéraud, la coordinatrice d'un contrat local santé, qui nous demande comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil rural et ISS et comment est-ce qu'on peut y avoir accès. C'est la bonne question du moment. On est en train d'y travailler avec François, avec l'ARS et avec d'autres partenaires. Donc les choses sont en train d'être mises en place maintenant. On espère pouvoir vous répondre très rapidement. Mais l'objectif de l'ARS, c'est bien que cet outil soit accessible aux coordinateurs ICLS. Donc on espère que ce sera le cas très bientôt. Et dès qu'on a avancé, on vous le fera part. Voilà. C'est pas très précis comme réponse, je suis désolée, mais vraiment c'est en cours. On a une réunion cette semaine par rapport à ça. Enfin, je vous mens pas en disant que c'est en cours maintenant. Merci. Merci Mara. Peut-être ce qu'on pourra se dire, c'est qu'en fonction des éléments d'information dont tu disposes au cours de la semaine, on pourra aussi, nous, être en mesure de les communiquer au moment où le replay de cette matinale sera disponible. De toute façon, toutes les personnes qui sont inscrites à cette matinale recevront l'information du replay dès qu'il sera prêt. Donc, merci pour ces précisions. On prend une remarque peut-être de Madame Vigne.
qui dit, voilà, au-delà, que vous avez certainement lu dans le chat, au-delà de ces initiatives très intéressantes, il se pose la question de la surcharge des structures médicales existantes et leur difficulté à assurer une continuité de suivi, notamment à domicile. Je pense aux CMP adultes, par exemple. Aussi, les médecins traitants ne font plus de visites à domicile pour la plupart d'entre eux. On voit bien le lien là avec les éléments d'aller vers. Je ne sais pas si voilà, certaines des intervenants ont envie de, on va dire, de rebondir sur ces éléments ou si vous avez l'un et l'autre, je pense à François Sicot, mais aussi à Julie Vallée, voilà, envie de peut-être d'amener des éléments ou peut-être de préciser aussi des choses que vous n'avez pas eu la possibilité de dire dans votre intervention. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole, François Sicot ou Julie Vallée? Je ne sais pas, vous me dites. Non, non, pas spécialement. Ok. D'accord. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas tout à fait précisé en tant que tel, c'est de repartir sur la question des facteurs socio-économiques et facteurs environnementaux qui contribuent à environ 70% de notre état de santé. L'idée, ce qu'il faut entendre derrière, c'est qu'effectivement, il est possible d'agir sur les déterminants de santé, hein, ces éléments qui vont agir sur notre propre santé. Donc, moi, j'avais une question, à défaut de celle dans le chat, mais n'hésitez pas à les poser et à profiter du fait que nos interlocuteurs, interlocutrices soient là. Moi, je me pose la question, mais peut-être n'avons-nous pas la réponse on sait comment fonctionnent les inégalités sociales et territoriales de santé. Voilà, on sait qu'on peut, qu'elles sont inévitables, qu'elles fonctionnent par palier, c'est ce qu'on appelle le gradient social. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'agit pas dessus? Comment ça se fait que dans nos politiques publiques, on n'ait pas davantage d'éléments qui prennent en compte ces inégalités sociales de santé? Est-ce que vous avez voilà, un début de réponse ou de réflexion par rapport à ces éléments-là? Parce que de fait, on voit quand même que les initiatives, j'ai le sentiment, mais c'est peut-être une vision tronquée, que les initiatives viennent beaucoup des acteurs de terrain pour le coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la balle que je lance? Ah, François Sicot? simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a l'impression que la politique publique s'en préoccupe parce que quand on regarde les textes, les initiatives, c'est quelque chose qui est déclaré comme important à prendre en compte. Il y a des initiatives, mais l'exemple que j'ai donné, mais trop rapidement avec la Covid, ça montre que on parle d'inégalité de santé, on essaye de mettre en place des politiques publiques, et en réalité, quand on se trouve confronté à un problème, bah, comme l'épidémie, on s'aperçoit que la politique publique elle-même participe à la reproduction de ces inégalités sociales de santé. Ça, c'est la première chose. Après, je dirais que fondamentalement, lorsqu'on parle d'ISS ou d'inégalités territoriales et sociales de santé, ce dont il est question, c'est de la structure fondamentalement inégalitaire de notre société. Et remettre ça en cause, c'est pas une mince affaire, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que Julie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi j'irais vraiment dans le même sens, c'est-à-dire que y- quand bien même il y a plein de bonnes intentions de réduire ces inégalités sociales par des politiques publiques, je pense qu'il faut bien imaginer que il y a par les classes dominantes une des stratégies qui font que de toute façon, ils vont faire en sorte que ça puisse leur être favorable. Pas forcément pour que ça soit défavorable aux autres, mais du coup, ça va potentiellement, même de façon involontaire, euh, euh, amener à amplifier ou en tout cas à rester, à que les inégalités restent identiques. Et donc, je pense aussi qu'il y a, pour travailler sur ces inégalités territoriales de santé, euh, souvent, on travaille sur les symptômes, en fait. On peut voir ça, par exemple, mais c'est vrai en général, hein, les quartiers prioritaires en politique de la ville, où on va cibler des zones bien particulières pour faire des actions bien particulières sur des territoires. On va se dire, bah, finalement, c'est ici, ça concentre la pauvreté, donc il faut aider ces zones-là. Mais finalement, on traite les symptômes, mais pas forcément la cause. Il y a une phrase d'un sociologue qui dit on confond les inégalités dans la ville et les inégalités de la ville. Donc en fait, c'est souvent là aussi, c'est que on a envie de traiter localement ce qui se passe en termes pourquoi ici ça va moins bien qu'à un autre endroit, mais si on traite que localement, et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je pense qu'il faut le faire en sachant
que potentiellement ça ne va pas résoudre les problèmes globaux. Donc il y a toujours à marcher sur je dirais, de deux façons. Localement, prendre en compte ce qui se passe et les difficultés, et nationalement, avoir en tête qu'il y a des stratégies diverses et variées qui vont en faire en sorte que les inégalités, si on ne les attaque pas frontalement, elles vont se maintenir. Voilà. Moi, Merci. juste, Je vois qu'Angelo voulait prendre la parole. Vas-y, je oui, t'en prie. c'est ta question en fait qui a suscité pour moi une réflexion. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on propose de plus en plus des réponses globalisantes et qui doivent être comptabilisées. L'intervenante juste avant a expliqué qu'elle avait eu besoin de, si j'ai bien compris, d'un an de rendez-vous avec une jeune fille pour aboutir à un début de résultat. Et puis là, juste à l'instant, Madame Vallée, vous dites que on s'intéresse plus aux conséquences qu'aux causes. Et j'ai l'impression qu'en fait, le temps nécessaire à comprendre les causes et à agir dessus est beaucoup plus long que d'agir sur les conséquences de manière matérielle en disant, ben, on a ouvert un dispositif, il a accueilli tant de personnes, bon, ben voilà, on a répondu. Alors que finalement, si le dispositif ferme, ben, peut-être que les personnes vont se retrouver à nouveau dans les mêmes difficultés. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà, ça suscitait cette réflexion. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a l'évaluation aussi. Le temps de l'évaluation dont vous parlez, c'est qu'à la fois on veut évaluer la réussite d'un programme, mais que potentiellement il faut du temps avant que. Donc ce qu'on évalue, c'est quoi? C'est le programme précédent, le fait. Donc ça rend. On voit. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que le temps qu'il faut. Qu'il y a une volonté de toujours faire des évaluations sur des programmes, mais comme ils se succèdent vite, on peine à savoir ce qu'on évalue exactement en faisant ça de façon très très rapide et fréquente. Oui, Madame Vallée, enfin Madame Vallée, Julie, je vous appelle Julie depuis le début, donc je vais continuer comme ça. Vous soulevez là un élément essentiel, hein, qui est la question de l'évaluation et de l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé, et la question de la temporalité de cette évaluation. Et il me semble qu'il y a derrière ça un enjeu, en fait, de partir sur de l'évaluation qualitative en tant que telle et de bien comprendre que quand on est auprès de populations qui sont peut-être plus fragiles, moins valorisées, la question de la temporalité ne peut pas être la même en tant que telle. Je vais donner la parole à Noémie Netto pour la question d'après. J'en profite pour vous dire qu'Angèle Nicole va dès à présent dans le chat vous transmettre le lien vers l'évaluation de cette matinale. Merci de prendre le temps d'y répondre. Et voilà, nous vous l'enverrons également par la suite. Noémie, je te laisse la parole pour la question suivante. Oui, alors nous avons Madame Joseph qui nous demande comment est-ce qu'on peut étudier les freins à l'entrée aux soins sur un territoire, sachant que la participation des populations du territoire au questionnaire est biaisée. Ce sont toujours les mêmes personnes qui se mobilisent. Peut-on s'appuyer sur elles pour enquêter dans leur entourage? Quelles autres solutions peuvent être envisagées? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaite amener quelques éléments de réponse? Est-ce que vous avez besoin, c'est une question qui a été notée un peu plus tôt dans le chat si vous avez besoin de la relire. Elle a été notée à 11h46. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a envie de prendre la parole? Peut-être François Sicot? Oui, bah, celle qui pourrait le mieux en parler, c'est, je suis perdu. Euh, qui est Vous cherchez intervenue tout à l'heure sur les... Non, Mara non, Brun. Mara, excusez-moi, j'ai déjà la tête ailleurs. La remarque que vous faites, elle vaut pour toutes les enquêtes statistiques, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui répondent, hein, c'est les classes moyennes et les classes supérieures. La démarche qu'a faite Mara, ça a été justement d'essayer de faire répondre en ne se contentant pas de diffuser le lien Internet, mais en mobilisant les partenaires. Et la proposition que je crois avoir entendue dans la question, c'est effectivement de faire participer, alors moi je parle de partenaires, des gens qui sont dans les associations, les clubs de loisirs, la MSA, etc. Mais effectivement, je pense que faire appel aux habitants d'un territoire pour diffuser le questionnaire, ça peut être aussi un bon moyen, quoi. Ouais, puis il y a la question de comment on fait passer le questionnaire. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique, même si c'était en soi hyper simple.
Et pour le coup, ça peut valoir le coup de se dire, bah, tiens, si là, je voudrais aller chercher telle population qui va manquer, où est-ce que je peux les trouver et quelle approche je peux mettre en place? C'est-à-dire, est-ce que je vais à ces endroits-là où ils vont davantage se retrouver et en présence avec une tablette et essayer d'amener des réponses? Enfin, c'est penser des stratégies pour, euh, pour permettre ça. Et c'est vrai que de pouvoir suivre qui répond, ça permet de développer des stratégies adaptées pour aller chercher qui n'a pas répondu. Et c'est vrai que ça demande plus de temps, mais en soi, c'est pertinent parce que c'est aussi une manière de montrer à cette population qui va être, si elle répond pas au questionnaire, c'est aussi une population qui va pas répondre aux propositions de prévention, etc., qui seront portées sur un territoire. Donc, aller les chercher, aller réfléchir à comment on va les chercher, qu'est-ce qu'on peut faire auprès d'elles, c'est aussi une manière de se dire, bah, on prend en compte votre santé, on vous écoute et on va pouvoir prendre en compte aussi ça pour la suite du travail qui sera fait. Merci pour ces précisions. Peut-être en dehors des éléments aussi de présentation d'autres initiatives qui sont dans le chat et qui montrent aussi des résultats significatifs. Une dernière question, celle de Sandra Essid, qui de mémoire est coordinatrice aussi d'un contrat local de santé, me semble-t-il, dans les Pyrénées-Orientales. C'est ce qu'elle précise. Elle dit, voilà, Monsieur Sicot et Madame Vallée posent des questions aussi passionnantes que vertigineuses en termes de diagnostics territoriaux. Comment faire évoluer les diagnostics? A-t-on les moyens de croiser toutes ces dimensions? Travaillant dans les Pyrénées-Orientales, je me suis évidemment connectée sur le mobiloscope dès que Madame Vallée en a parlé. À ce stade, il n'y a pas de données pour ce département. Est-il prévu une poursuite de la collecte de données qui nourrissent cet outil? Julie, je vous laisse prendre la Pour parole. moi, donc oui, non, ces données, c'est pas moi qui les collecte, c'est le CEREMA qui travaille sur les déplacements et qui fait des enquêtes sur les déplacements des populations. Donc c'est pas, il n'y a pas des données nationales, c'est centré sur certaines grandes villes. Donc dans les Pyrénées-Orientales, a priori, il n'y en a pas, pour l'instant du moins. Euh, la première, donc ça, c'est la réponse à la seconde question. Par rapport à la première question sur les diagnostics locaux de santé, avec les collègues avec lesquels on travaille sur les diagnostics locaux de santé en lien avec mes travaux, c'est au minimum de dire, quand on fait des diagnostics à partir d'infos statistiques, il faut bien se rendre compte que beaucoup d'informations, dès qu'elles sont issues des recensements ou des bases d'équipement, etc., elles vont avoir une vision statique des territoires et des populations. Donc, ce qu'on fait, c'est à minimum intégrer un peu de déplacement, de mobilité, que ce soit dans les résidences, essayer de voir s'il y a les personnes qui habitent là, est-ce qu'elles sont là depuis longtemps? Rentrent les gens et en sortent? C'est quoi les déplacements résidentiels? Est-ce que ce sont plutôt les pauvres qui arrivent et les riches qui en partent, etc. Donc ça, c'est pour les déplacements en lien avec les résidences. Et pour le quotidien, on peut déjà introduire des données qui existent au niveau national, qui sont les déplacements en lien avec le travail, les données de domicile-travail. Donc, quelles que soient ces données d'un point de vue quantitatif ou d'un point de vue qualitatif, c'est d'essayer de intégrer les dynamiques à la fois au fil des années et au fil potentiellement des mois ou des heures pour que les diagnostics qu'on fait sur des territoires, quand on les compare entre eux, quand on essaye de les comprendre, prennent en compte comment les personnes vivent, se déplacent, déménagent, emménagent dans ces territoires pour avoir justement une vision un peu plus dynamique de ce qui s'y passe. Donc voilà, en quelques mots, quelques billes pour faire le lien entre les diagnostics locaux de santé tels qu'ils doivent être faits, enfin, tels qu'ils sont faits concrètement, et ce que nous on fait dans la recherche pour éviter qu'il y ait un côté hors sol. C'est complexe et dynamique, mais vous n'avez aucun moyen de le faire sur vos territoires. Je pense qu'il y a des façons d'introduire ces représentations et ces pratiques spatiales dans les diagnostics locaux de santé, tels que avec les exemples que je viens de donner. Merci beaucoup pour ce retour. Il me semble qu'on a fait le tour de la question. Il est 11 heures, enfin le tour de la question, non, autour des questions posées dans le chat. Je voulais prendre le temps de remercier vraiment les intervenants, les intervenantes de s'être rendus disponibles. Merci également aux participants. N'oubliez pas de répondre au questionnaire d'évaluation qui vient d'être actualisé et nous vous tiendrons informés pour le replay de cette matinale. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver sur de prochaines matinales du DRAPS. Merci, bonne journée. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. Merci.